Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que celle-ci demeure largement dominée par la lettre d'Étienne Tshisekedi adressée au chef de l'État, lettre à laquelle le sphinx de l'UMT aurait choisi Félix Tshisekedi comme étant candidat du rassemblement à la tête donc de l'exécutif. Autant de questions autour de cette lettre. Nous allons également parler, vous êtes sans ignorer que c'est depuis le 1er février dernier que le sphinx de l'UMT a quitté donc la terre de ses ancêtres. Autant de polémiques autour de cette disparition, sa succession, l'impact de cette disparition sur l'accord dit de Saint-Sylvestre, donc l'accord signé le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain du Congo. Autant de questions qui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, constitueront donc, s'il faut le dire ainsi, la charpente même de notre magazine du jour. Alors, pour en parler sur ce plateau, M. François Mwamba Tshimbi, président de l'ADER, et puis il est membre du comité de sages de rassemblement. M. François Mwamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Justement, d'entrée de jeu, donc je peux le dire ainsi, la bataille autour de la succession de Etienne Tshisekedi à la tête donc du comité de sages de rassemblement est bel et bien lancée. Donc il y a 5 noms qui sont en lice. J'aimerais ici vous poser cette question, d'après mes observations. Vous êtes l'un s'il faut le dire ainsi, des héritiers politiques de Sphinx de l'UMT. Je rappelle à nos téléspectateurs, parce que votre relation avec Etienne Tshisekedi ne date pas d'aujourd'hui comme d'aucuns peuvent le penser. Si ma mémoire est bonne, c'est depuis vers les années 83. Et pourquoi ce désintéressement de votre part par rapport à ce poste, à ce siège? Il y a 5 noms, mais François Mwamba n'est pas là. C'est la personne. Merci, merci à la fois de l'invitation et de la question. Je voudrais pouvoir, en prenant la parole, évoquer effectivement la mémoire de ce baobab, le président Tshisekedi qui nous a quittés il y a quelques jours, et m'incliner devant sa mémoire. Vous disiez tout à l'heure que mes relations avec Etienne Tshisekedi ne datent pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de 83, ça date de 79, au lendemain de la signature de ce que l'histoire a retenu comme étant la lettre ouverte adressée au maréchal Mobutu. C'est une lettre qui avait été saisie dans la nuit de la Saint-Sylvestre, déjà, c'était la Saint-Sylvestre. Le passage de l'année 79 à l'année 80, nous étions dans la diaspora avec un certain nombre d'amis, dont Alexis Kalima, que beaucoup de gens connaissent. C'est nous, sans avoir été mandatés par les 13 parlementaires, qui nous sommes saisis de cette lettre. Et compte tenu du fait que les auteurs avaient été arrêtés et mis en prison à l'époque, c'est nous qui, de notre propre chef, avions vulgarisé cette lettre, notamment auprès des parlementaires, y compris au niveau donc européen. Donc, ça date de là, puisque plus tard, effectivement, une partie des 13 parlementaires, l'essentiel d'entre eux, va créer, au mois le 15 février 82, l'UDPS qui fête donc cette année, qui vient de fêter cette année ses 35 ans, ses 35 ans d'âge. Vous parliez de 83, c'est l'année, en effet, où il m'avait été demandé, j'étais sur Paris à cette époque-là, de créer la représentation, pas adhérer, créer la représentation de l'UDPS en France, ce que j'ai fait, et j'ai animé cette structure pendant plusieurs années avec bonheur, d'abord sous la direction de l'ensemble de l'UDPS. À l'époque, le président c'était M. Kibassa Maliba, et par la suite, effectivement, lorsque vers les années 87-88, Etienne Tshisekedi est resté seul à bord. Donc voilà un petit peu très rapidement de ce point de vue-là, et vous me parlez de ce qui est en train de se passer maintenant, à savoir
la nécessité qu'il y a d'organiser la succession. On ne remplace pas un Tshisekedi en Mulumba. De la succession dont est question, c'est une question dont il faut préciser le contour. L'homme est parti, le baobab est tombé. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse puisque nous disons baobab? Étienne Tshisekedi a eu à livrer son dernier combat. Parler de la lettre ouverte, ici il s'agit de son dernier combat. Il s'est savé en bout du rouleau, il s'est savé à la fin. Ce n'était qu'un secret de polichinelle. Et l'homme a tenu à livrer ce combat avec nous, en nous rassemblant au sein de l'opposition. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rassemblement, donc depuis le mois de juin de l'année dernière. Et aussi en nous conduisant, c'était déjà la feuille de route de l'UDPS, dans ce cheminement qui nous a conduit donc à cette discussion paritaire. Étienne Tshisekedi est le sien, le président Kabila est le sien. Cette expression est d'Étienne Tshisekedi. Il avait voulu, c'était sa vision, que pour régler le problème né de mauvaises élections de 2011 d'une part, et d'autre part l'impasse qui se dessinait par rapport à notre constitution et donc à l'impossibilité pour le président de la République qui est en place de pouvoir se représenter devant ces grands défis. Effectivement, la vision d'Étienne Tshisekedi était de dire il faut que les gens se mettent autour d'une table. C'est ce qui nous a conduit effectivement dans ce format-là, sous la médiation de la CENCO. Alors ce dernier combat, j'aurais terminé là-dessus, et ce dernier combat a donné un bébé, a donné un résultat, a donné ce qu'il est convenu de considérer aujourd'hui comme étant le don de Étienne Tshisekedi fait à la nation. Certains vont même jusqu'à parler des testaments politiques et tout ça, etc. De quoi s'agit-il? Parce que Cinco, 31 décembre, Saint-Sylvestre, tout ça c'est très bien. Il faut que les Congolais comprennent exactement la portée de ce que Étienne Tshisekedi leur laisse. La nation qui doutait que nous allions dans le mur, qui n'imaginait pas le pire, grâce au travail qui a été fait, aux discussions qui ont été conduites sous la médiation de la CENCO, nous avons obtenu très précisément ceci. Le pacte républicain conclu par les Congolais lors du dialogue intercongolais de Sun City. À savoir que pour assurer à notre pays, nous n'en avons qu'un, il faut préserver cela. L'unité de la République du Congo, la paix en République démocratique du Congo, la stabilité, qui sont autant d'éléments absolument indispensables si on veut parler de l'économique et du social. La règle, ce que nous appelons depuis cette date-là, le pacte républicain, c'est qu'au sommet de l'État, tout Congolais a le droit de devenir président dans son pays, président de la République démocratique du Congo. Mais qu'une bonne fois pour toutes, il soit compris qu'on le devient au minimum pour 5 ans, au maximum pour 10 ans. La stabilité dont je parlais tout à l'heure en dépend. Et donc, ce principe-là avait été mis à mal. Vous avez vu que 2016, qui aurait dû être une année de fête par rapport à 2006, ne l'a pas été, il n'y a même pas eu d'élection. Et donc, grâce à la ténacité et à la force, ce qui lui restait de force d'Étienne Tshisekedi, nous sommes arrivés à sauver cela. L'accord de Saint-Sylvestre est un accord qui rétablit le pacte républicain, à savoir, pour aujourd'hui et pour demain, personne, les chefs de l'État en fonction aujourd'hui, en ce compris, ne peut prétendre diriger la République démocratique du Congo au-delà de 10 ans maximum. Justement, avant même et finalement,
puisque le processus électoral avait été mis en mal, il n'y a pas eu d'élection en 2016, il a donc été convenu dans cet accord du mécanisme pour réparer cela. L'essentiel étant qu'on a rétabli le pacte. Donc l'objectif de cet accord et pour réparer, on a dit, c'est une CENI restructurée et un gouvernement d'union dûment dirigé par un Premier ministre issu des rangs du Rassemblement. Justement, alors, comme au cours de votre argumentaire de tout à l'heure, vous avez bien expliqué, je retenais deux éléments que j'aimerais ici transformer en des questions. Nous avons compris que vous étiez là même à la naissance du Rassemblement. Le président Etienne Tshisekedi vous avait confié la mission d'élaborer le cahier des charges visant à des consultations et ainsi de suite. Au regard de cette réalité, on peut dire que M. Mwamba est l'un des auteurs intellectuels du Rassemblement. Mais ma question est de savoir, mais on ne vous sent pas vraiment à l'avant-garde? Dans quelle sorte? Parce qu'aujourd'hui, j'ai cité pas mal de personnes qui se sont prononcées, intéressées à ce poste pour succéder à Etienne Tshisekedi, à la tête du comité des sages de Rassemblement. Je reviens encore auprès de vous. Pourquoi ces désintéressement de votre part? Non, non, il n'y a pas de désintéressement du tout. Vous savez, dans ce pays qui est le nôtre, la première fois que François Mwamba est nommé ministre de la République, nous étions en 91. Ça commence à dater, n'est-ce pas? Et donc, mon propos à moi aujourd'hui n'est pas celui de savoir quel positionnement personnel avoir. C'est de contribuer à faire en sorte que, même bien après nous, Étienne vient de partir, nous autres nous suivrons, n'est-ce pas, que ce pays, par rapport aux enfants qu'on a mis au monde, par rapport à nos petits-enfants et tout ça, etc., que ce pays que vous incarnez, je vois, et autour de moi, une jeunesse pleine de vigueur et de vie, c'est de cela dont il s'agit, qu'il soit possible que pour vous, mieux que pour nous, cette République démocratique du Congo cesse une bonne fois pour toutes d'être un pays éternellement, potentiellement riche. Comment y parvenir? Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. En ce qui me concerne, en effet, c'est en 2014, pas en 2016, en 2014, j'étais encore responsable au mécanisme national de suivi. C'est à cette époque que ça soit en direction du président de la République. Il est là, il est au palais, vous pouvez lui poser la question. Que ce soit par rapport à Etienne Tshisekedi, devant témoin d'ailleurs, dont l'un de ses fils qui était là tout au début, au moment où j'ai commencé donc cette démarche-là, et vous parliez de feuilles de route, vous parliez des cahiers de charges. En effet, c'est sous mes conseils et mon éclairage qu'il y a eu, par exemple, ces rounds qui se sont faits en Italie et à Ibiza et tout ça, etc. Donc nous avons travaillé depuis 2014 pour cela, mais nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour la République. Et que donc aujourd'hui, en effet, l'accord est là, et comme j'indiquais tout à l'heure, pour pouvoir réparer le mal qui a été fait à notre processus électoral, il a effectivement été décidé de mettre en place un gouvernement ainsi qu'une nouvelle institution. On va en venir, alors je reviens, le deuxième volet de ma question était celui, alors vous avez dit ici que l'objectif ultime de cet accord était de faire respecter le pacte républicain, donc l'organisation des élections en décembre 2017. Aujourd'hui, près de 3 mois déjà passés, et il y a toujours des discussions autour des nominations du Premier ministre. Il y avait, avant même le décès d'Etienne Tshisekedi, il y avait 3 points majeurs qui bloquaient. Donc, on a comme l'impression que le politicien, vous tournez autour du pot, vous avez bloqué toute une république en otage. Et M. François Mwamba, ici, j'aimerais vous poser cette question. La population nous suit. Qui va endosser la responsabilité de ce retard si jamais on ne parvient pas à organiser les élections à l'échéance prévue Alors, remarquez que vous parlez du Parti républicain, vous parlez de notre Constitution. Il est clair que c'était en 2016, au plus tard au mois de décembre, qu'il devait être organisé au minimum une présidentielle dans notre pays. À la question de savoir qui porte la responsabilité
puisque le mal est fait. Il n'y a pas eu d'élection à la fin de l'année dernière. On ne peut pas être à la fois opposant et responsable de la gestion et de la planification, notamment ce qui concerne le processus électoral. Ce sont les gens qui sont au gouvernement, ceux qui y étaient, en ce compris les responsables de la CENI, c'est à eux qu'il faut poser cette bonne question. Et s'agissant des sanctions, effectivement, c'est aussi dans ces directions-là qu'il faut pouvoir regarder. En ce qui nous concerne, c'est nous, opposition et rassemblement en particulier, qui avons créé la dynamique à partir de laquelle on a pu arriver à une formulation de quelque chose qui tienne la route, soutenu par la communauté internationale, soutenue par notre peuple, qui indique très clairement la manière de réparer ce mal qui a été fait au processus. Donc on ne peut pas nous reprocher effectivement de choses par rapport auxquelles les responsabilités sont très clairement établies par ailleurs. Je voudrais simplement atterrir en disant, s'agissant maintenant de la mise en œuvre de cet accord, mais là aussi les choses sont très claires. Ça fera 3 mois. Oui, mais les choses sont très claires. Il est dit dans l'accord, j'évoque là le point qui semble-t-il poserait problème. Notamment aujourd'hui, le point concernant les modalités de la nomination d'un Premier ministre et la question que vous évoquiez vous-même tout à l'heure du Conseil de la présidence du Conseil national de suivi. Mais l'accord est très clair en ce qui concerne la manière dont le Premier ministre, qui va remplacer celui qui est en place aujourd'hui, va pouvoir être nommé. L'accord dit clairement le Premier ministre. J'ai la faiblesse de parler français, je n'ai pas dit les premiers ministres, j'ai bien dit le Premier ministre, est présenté par le rassemblement. Dieu a voulu, dans sa miséricorde, d'éclairer Étienne Tshisekedi avant son dernier voyage, qui a fini d'ailleurs par prendre les allures d'un voyage ultime. On va aborder cette question. Mais si vous posez une question, permettez-moi simplement de donner des éléments qui permettent... même le vif de notre débat du jour. Non, mais nous sommes dans le vif. Le président Tshisekedi, avant de prendre l'avion, par lettre et après consultation de toutes les composantes du rassemblement, conformément à l'accord, je répète, qui dit c'est le rassemblement qui présente le Premier ministre. On l'appelle ainsi dans l'accord. Il n'est pas dit candidat Premier ministre, il n'y a pas de pluriel, c'est le Premier ministre à la nomination du président de la République. Pourquoi ? Puisque, effectivement, il faut une ordonnance, l'acte générateur, et tout ça, etc. Et cela se fait que dire de ceux qui parlent à ce niveau du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Mais qui existe où? Écoutez, après le 19 décembre 2016, n'est pas égal à avant le 19 décembre 2016. S'agissant des questions de légitimité et de légalité, et s'agissant du président de la République actuellement en place, c'est très clairement établi qu'arrivé au 19 décembre 2016 à minuit, il n'a plus ni légitimité ni légalité. Voilà pourquoi il était extrêmement important que des gens responsables mais justement, vous allez poursuivre fassent en sorte que ce pays ne tombe pas dans le chaos et crée les conditions pour que là où il y avait un trou, un risque majeur d'implosion de notre nation, par un accord politique, le président de la République puisse retrouver ces éléments qu'il n'avait plus au matin du 20 décembre 2016, à savoir la légalité et la légitimité. J'en profite d'ailleurs pour attirer l'attention de ceux qui, et malheureusement il y en a,
qui font des phrases par rapport, on n'applique pas, on contourne, on ne contourne pas. Faisons très attention. Si cet accord, qui est la source désormais de la légitimité, il me suffit de parler du président de la République, vous savez, j'aurais pu parler des autres institutions, tout ça, etc. Je répète, en ce qui concerne le président de la République, les choses sont très claires. Si cet accord n'était pas appliqué, ça remettrait en cause la légitimité et la légalité du président de la République, et tout le monde peut en mesurer les conséquences. Alors, M. François Momba, on a bien compris que votre cheval de bataille est celui de faire respecter la Constitution, parce que vous avez même parlé de pacte républicain. Alors, j'aimerais que ici vous puissiez faire un rapprochement entre l'article 78 de la Constitution qui parle que le président de la République nomme un Premier ministre ici au sein d'une majorité parlementaire, cet accord qui parle de la primature et vient au rassemblement, et ainsi de suite. Alors, ici, l'opinion aimerait bénéficier d'un éclairage auprès de vous. Est-ce que nous sommes dans un cadre hors Constitution, ou bien la Constitution demeure le fondement de tout? Nous avons tous convenu de respecter cette Constitution, nous d'ailleurs de l'opposition et du Rassemblement en premier, parce que nous ne voulons pas, nous ne voulions pas, et nous ne voulons toujours pas donner la moindre occasion à ceux qui seraient prêts non pas simplement à modifier cette Constitution, mais à sortir de cette Constitution pour pouvoir justifier une autre République. Mais cela dit, tout le monde comprend que lorsque nous sommes arrivés à minuit le 19 décembre, cette même Constitution n'avait pas prévu un cas de figure à partir de laquelle il n'y aurait pas d'élection au terme du second mandat du président de la République. C'est pas dans la Constitution, ça. Alors, respecter la Constitution est une chose, la mais Constitution ne lorsque prévoit vous pas un troisième mandat. devant un cas comme celui-ci, qui est un cas spécial, ce sont donc compromis politique. Voilà, cela appelle en effet un régime spécial. Lorsqu'on a dit ça, nous, lors du conclave, lorsqu'on a parlé de régime spécial, tout le monde a dit, ah oui, c'est quoi ça, on a une constitution et tout ça, etc. Je pose la question suivante, et c'est une réponse à la vôtre. Il y a un gouvernement qui est en place. Comment ce Premier ministre qui est en place a-t-il donc été nommé? Est-ce quelqu'un du PPRD? Est-ce quelqu'un de la majorité présidentielle? Puisque vous dites bien que la Constitution est claire, le chef de l'État choisit le Premier ministre au sein de la majorité après consultation de celle-ci. Alors, ça s'est passé comment pour celui qui est là? Il est de quelle famille politique et en quoi cela obéit-il aux prescrits que vous avez montrés? Vous voyez bien que... Donc, bref, nous sommes dans une situation spéciale. Nous sommes dans un régime spécial. Simplement, nous l'avons nommé et eux ne veulent pas qualifier. Bon, que bien leur soit fait, mais il est très clair que face à une situation spéciale qui n'est pas prévue dans la Constitution, il faut prendre des mesures, non pas qui violent la Constitution, mais qui encadrent un certain nombre d'articles de cette Constitution, de manière à rendre les choses opérationnelles. C'est bien ce qui s'est passé par rapport à l'accord du 18 octobre de l'année dernière, et c'est bien ce que nous avons fait également en ce qui concerne l'accord avec sous médiation de la CENCO, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles qui ont tout simplement été encadrés, et c'est donc là où il a été dit très clairement que dans ce cas-ci, le Premier ministre est présenté. Ceci vient en dérogation par rapport à cet article 78 que vous évoquez. Et donc c'est un cas spécial, c'est le Rassemblement qui présente et le président de la République, non. Si vous venez à peine de nous joindre, je rappelle que votre magazine a reçu sur ce plateau M. François Momba, il est le président de l'ADER, membre du comité des charges du Rassemblement. Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'actualité politique en République du Congo. Vos remarques et suggestions au numéro placé au bas de l'écran. Je reviens, président François Momba. D'aucuns estiment que le Rassemblement a été créé par précipitation, raison pour laquelle aujourd'hui cette méga plateforme dépourvue de textes régulateurs ou textes fondateurs, notamment le statut, raison pour laquelle aujourd'hui la succession de Etienne Tshisekedi
pose problème, parce que si jamais il y avait de texte, c'est le texte qui d'une manière automatique allait c'est définir. Vous avez un argumentaire par rapport à cette accusation? Oui. Vous savez, que dire? Tout le monde est quand même d'accord pour dire que la République démocratique du Congo a, du point de vue de sa culture, l'une des plus belles, si pas la plus belle musique du monde. Avez-vous déjà vu aucun de nos musiciens, depuis Kabasele, vous montrer les notes à partir desquelles ils composent, demandez à Lutumba Simaro, à tous ces grands auteurs et tout ça, etc. Vous ne l'avez jamais vu en train d'écrire autre chose que des textes, écrire la musique. Mais regardez le répertoire musical que nous avons en termes de mélodie, en termes de tout ça, etc. Comment on arrive à le faire? Oui, précipitation, tout de même. On vient de loin. On vient de loin. Il était clair que pour pouvoir faire face et éviter le chaos d'une part, éviter la violence que d'aucuns appelaient de leur... On veut. Ensuite, il était essentiel effectivement que nous puissions nous rassembler, et Dieu merci, cela a été possible par la vision et le leadership de Étienne Tshisekedi. Il n'y a pas eu de précipitation. Si vous regardez très bien, il y a eu des étapes. Je vous parlais de 2014, entre 2014 et 2015 au mois d'octobre, lorsque les choses sont enfin mises en place, il s'est passé à peu près 2 ans, puisque c'était début 2014 par ailleurs. Il n'y a donc pas eu de précipitations. Maintenant, vous parlez des textes, je venais de vous répondre un petit peu par cette boutade en disant, mais on peut écrire, comment dire, jouer le plus belle musique, c'est le cas ici chez nous, sans que nécessairement on se réfère d'une manière, j'allais dire, quasi scientifique, à de textes. On devrait pouvoir saluer cela d'ailleurs. Comment, sans les textes que vous évoquez, sommes-nous arrivés à obtenir que dans ce pays, puisque c'est nous qui l'avons obtenu, avec l'appui du peuple et de la communauté internationale, le pacte républicain, 5 ans minimum, 10 ans maximum, avec un président de la République qui, lui, est au pouvoir, dispose de la puissance publique, dispose de la diplomatie et tout ça, etc. Comment de gens, sans tout ça, arrivent à faire mettre par écrit, signé par le camp présidentiel, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de 3e mandat? Donc, je voudrais qu'on regarde un peu davantage les grands succès, les grandes réalisations qu'avec le peuple congolais, le rassemblement a pu engranger, que ces discours devenus une sorte de refrain qu'on nous sert tous les jours en disant « Ah oui, vous allez imploser, ouais, du machin, tout ça ». Nous avons obtenu des résultats inespérés. Maintenant, si ça devient aussi difficile de mettre en œuvre, c'est bien, cela montre bien, c'est la preuve supplémentaire que ce qui avait été obtenu dans la nuit du 31 est à ce point pointu que j'allais presque dire, c'est après coup qu'un certain nombre de gens, dans la majorité, commencent à se réveiller et se dire comment on fait pour ne pas appliquer quoi, quelque chose par rapport à laquelle l'opposition avec le peuple, avec la communauté internationale, ont marqué de points. Donc moi, je m'inscris en faux à toute idée qui serait que nous serions en train de, et tout ça, etc. Il n'y a pas de texte. On peut faire les choses quand on a la volonté politique, quand les gens sont déterminés, et puis finalement, regardez en termes de ressources humaines, parce que vous parlez quand même du rassemblement, ce sont des gens qui savent. Des chevronnés, oui. Voilà, des chevronnés, des gens qui savent comment un État fonctionne. Vous travaillez déjà en commission, je rappelle à nos téléspectateurs que le rassemblement annonçait que le nom du nouveau président sera connu dans 48 heures. Vous travaillez en commission présidée à titre intérimaire par Kitenge Yezu. C'est exact. Justement. Exact. Alors, la population aimerait savoir
quels sont les critères de celui? Nous avons élaboré des critères, ça sera rébarbatif ici, je ne voudrais pas fatiguer les gens qui nous écoutent. Ce sont des critères classiques. Comme vous avez dit, nous les avons rappelés, ce sont des critères classiques auxquels, bien entendu, il faut associer les critères spécifiques, puisque nous sommes quand même dans un domaine très précis ici. Nous parlons d'un domaine politique, ce n'est pas pour recruter le PDG qui va diriger Vodacom, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, puisque vous avez dit, les choses sont telles qu'il est. On ne remplace pas Tshisekedi, mais on le succède. Justement, voilà. Je reviens encore, je voudrais rebondir maintenant par rapport à cette question, d'ailleurs, qui suscite beaucoup de passion, la lettre de Étienne Tshisekedi. Donc, la SEMCO a coupé court que Étienne Tshisekedi a bel et bien déposé cette lettre désignant Félix Tshisekedi comme étant le candidat du Rassemblement à la primature. Alors aujourd'hui, pourquoi autant de controverses autour de cette question, puisque la toute dernière apparition médiatique de M. Ben Minakou, il s'est inscrit en faux que ce n'était pas le cas, mais juste après, la SEMCO a contredit sa position. Aujourd'hui, nous savons que l'Église ne peut pas mentir. Il est clair que Tshisekedi a bel et bien laissé cette lettre. Donc, moi aussi, j'assume. Alors, aujourd'hui, président, monsieur François Mwamba, comment débloquer la machine? Parce que d'un côté, de l'autre côté, parce qu'on se souvient, le 20, lorsque le chef de l'État a reçu la délégation des évêques, il tenait toujours à cette position de 3 mois. Et de l'autre côté, vous aussi, vous battez mordicus à un seul nom, donc le respect de ces textes de l'accord. Comment débloquer la machine? Oui, il y a 3 aspects. Le premier aspect, et je regarde cette population qui nous suit, congolaise, et la souffrance, les questions à caractère économique et social, la déliquescence du social dans notre pays a atteint des niveaux indescriptibles. Et véritablement, et en tant qu'acteur politique, je voudrais presque dire demander pardon, mais demander pardon à quoi? Puisque cette lutte, nous la menons avec cette même population, et il est clair qu'une telle situation ne doit pas pouvoir durer encore longtemps. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que notre population se rend compte aujourd'hui, après la dernière intervention de la SEMCO, que depuis les débuts, le Rassemblement a dit la vérité. Depuis les débuts. À savoir que, à la veille, c'était même pas la veille, c'était le 17 janvier, n'est-ce pas? Plusieurs jours avant de voyager, le président Tshisekedi a bien signé une lettre désignant, présentant, conformément donc à l'accord, le futur Premier ministre. Nous avons, depuis les débuts, dit la vérité. Maintenant, troisièmement, nous n'allons justement rien céder. Enfin, il ne faut pas, tout de même pas que les gens s'imaginent que tout d'un coup, nous allons revenir à la situation antérieure au 19 décembre 2016. Mais c'est bien de cela dont je parle. Il est clair que, je le répète, les prérogatives du président de la République ne sont aujourd'hui pas les mêmes. Il est toujours, monsieur le président de la République. Mais ça n'a plus strictement rien à voir avec ce qu'il avait comme légitimité et comme légalité, en ce compris donc en termes de prérogatives, avant les 19. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'accord. Et dans cet accord, les choses sont très claires. Il est demandé au Rassemblement de présenter le Premier ministre, pas le candidat, mais le Premier ministre. Et puisque ce fait, puisque maintenant c'est reconnu, il est clair que nous n'allons pas reculer sur cette question, qu'on se le dise. Quelle recette comptez-vous appliquer pour que votre voix puisse justement être entendue? Est-ce que je n'ai pas été clair? J'espère que nous aimons tous ce pays, à commencer par ceux qui en sont
responsables en termes de gestion et de conduite. Je répète, ce n'est pas à nous de violer, qu'on ne nous demande pas de violer l'accord que de haute lutte nous avons obtenu, et l'hommage que nous voulons tous d'ailleurs réserver à M. Etienne Tshisekedi avant sa mise en terre, stipule quand même très clairement que le résultat de son dernier combat ne soit pas galvaudé. Donc, il est très clair que ce n'est pas à nous de reculer sur une question qui est codifiée, et que donc, si on doit nous entendre, c'est plutôt de l'autre côté, maintenant que la vérité est rétablie, et il est clair que c'est ce Premier ministre-là, et ce qui se trouve être Félix Tshisekedi, pour que les choses soient claires, qui se trouve être Félix Tshisekedi, c'est ce Premier ministre-là dont le nom d'ailleurs, je vous rappelle, à téléspectateurs, nous côtoyons donné au président de la République pour pouvoir être nommé. C'est le nom de Félix Tshisekedi qui est sur... Je pense que ce que le peuple attend de nous, ce n'est pas de reculer sur cette question, mais c'est de créer les conditions à partir desquelles l'esprit et la lettre de ce qui a été signé puissent être respectés. Alors, quand est-ce qu'on va respecter quand même quelque chose dans ce pays? Ça suffit comme ça, boyokana, mais jusque quand? Alors, M. Mwamba, je vous rappelle que ça a été un grand honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau, mais il me serait incomplet de clore complètement ce magazine sans pour autant vous demander de placer votre mot de clôture. Non, je vais dire simplement qu'au 31 décembre, je regarde mon peuple dans les yeux, comme on dit, et pour dire que le 31 décembre 2016, en tant que nation, tout le monde a gagné. Il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de vainqueurs. C'est la République qui a gagné. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous avons gagné, c'est pourquoi nous nous étions déjà battus et conclus en termes de solution à Sun City, que ce pays, le seul que nous ayons, puisse rester un. L'unité de ce pays est essentielle, dans la paix, et que nous puissions effectivement avoir cette culture, nous léguée par le président Tshisekedi, de régler nos problèmes d'une manière pacifique. Mais lorsque les solutions idoines sont trouvées, après que les uns et les autres, nous nous ayons fait violence, lorsque cela est fait, il ne reste plus qu'une seule posture, respectée. Et donc le combat, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qui a été signé le 31 à minuit 2016 soit respecté. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine. Voisin! Ah! Voisine! Oh! Boyokanga, madame! Le lenge nini bokoki kosalela moustiquaire imprégné d'insecticides.